Je veux dire que c'est vraiment une fierté en fait d'avoir pu apporter notre soutien à cette initiative et d'avoir pu démontrer à quel point ça pourrait être puissant, une riposte qui serait menée main dans la main par le mouvement étudiant et le monde du travail. Et donc je laisse tout de suite la parole à celui qui a eu cette initiative, c'est-à-dire à Laurent de la CGT Sanofi CRVA. Une grande satisfaction pour nous d'être là ce soir avec toutes les autres boîtes en lutte, il y en a une liste importante. Ce meeting il répond pour nous à cette nécessaire popularisation des luttes, ce qui était notre envie au départ, et contribue à leur convergence. Et Sanofi, on est en lutte depuis juillet 2012, car la direction a noué un nouveau plan de restructuration. Nouveau, car ce n'est pas le premier. Entre 2009 et 2011, 4000 postes ont été supprimés rien qu'en France, sans compter ceux détruits ailleurs, en Europe et dans le monde. Sur cette même période, le groupe a fait plus de 26 milliards d'euros de profit. Et on nous annonce un nouveau plan attaquant la recherche avec le désengagement, joli mot pour ne pas dire abandon, du site de Toulouse, et l'affaiblissement de Montpellier, ouvrant la porte à une possible cession de ce même site. Au total, ce sont près de 2500 emplois menacés, sans compter les précaires, les sous-traitants et les emplois induits. On pourrait se dire, cette entreprise va vraiment mal. Donc Sanofi dans tout ça va-t-elle si mal? Première capitalisation du CAC 40 devant Total. Le groupe a engrangé des bénéfices faramineux depuis des années, près de 9 milliards, rien qu'en 2011, 9 milliards dont les actionnaires en ont avalé plus de 30%. Mais visiblement, ils ne se goinfrent pas assez, car d'ici 2 ans, la direction prévoit de leur accorder 50% des bénéfices. Cela fait dire à un de mes collègues une phrase que j'ai trouvée assez drôle: quand je viendrai le matin, je travaillerai la moitié du temps pour Madame Bettencourt, L'Oréal étant un des premiers actionnaires de Sanofi, devrais-je dire de Sanofric. Cerise sur le gâteau, notre directeur général est payé, selon nos estimations, entre 17 000 et 19 000 euros. Là, je vais faire juste une petite devinette, j'aime bien la faire à chaque fois. Ceux qui pensent que c'est par mois, lèvent la main. Voilà, ceux qui pensent maintenant que c'est par semaine, lèvent aussi la main. Mais en fait, vous avez tous faux, c'est par jour. À cela s'ajoute la spoliation de l'argent public. En 2011, 130 millions d'euros de crédit impôt recherche, près de 150 en 2012. Pour essayer de voir ce que ça veut dire, 150 millions de crédit impôt recherche, c'est la masse salariale d'un an du centre de recherche Sanofi Vitriel-Fortville de 1300 salariés. Encore une fois, l'austérité, c'est toujours les mêmes pour nous. Face à cette situation, on se bat depuis des mois dans une lutte exemplaire car unitaire, déterminée et massive. Toulouse et Montpellier se sont lancés dans la bagarre dès le début de l'été, la région parisienne les a rejoints en septembre. Alors on a multiplié les actions locales, les actions nationales, notamment une énorme manif de 1200 salariés début octobre dans les rues de Paris. Et puis syndicalement, on est tous unis sur une revendication, retrait du plan. On n'est pas là pour négocier le montant du chèque. Par ailleurs, notre lutte interpelle toute la société, à la fois sur la question de l'emploi, sur celle de l'argent public, mais aussi parce que tout le monde va un jour ou l'autre à l'hôpital ou dans une pharmacie, et moins de recherche, c'est moins de malades, maladies soignées ou mieux soignées. Alors les Sanofi, j'en termine, nous ne gagnerons pas seuls, c'est tous ensemble que nous devons lutter, le plus largement possible, tous ensemble que nous pouvons gagner. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, que nous serons le 29 janvier dans les rues à Paris, à la manifestation initiée par les licenciels, et à laquelle on vous appelle tous à participer le plus largement possible. Je vous remercie. Qui a fait le choix de transformer cette entreprise pharmaceutique en une entreprise de santé? Donc il l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va arrêter de faire du médicament pour faire des boissons bien-être pour certaines classes sociales. Ça veut dire qu'on demande à Coca-Cola, qui est quand même le premier faiseur de maladies métaboliques, d'hésiter, de signer un contrat avec une société qui a dans son escarcelle des produits pour lutter contre le diabète. Faites le mal, nous fournirons le bien. Quel est l'avenir pour les jeunes face à une société première capitalisation du CAC 40 qui supprime des emplois au lieu d'en créer pour permettre aux jeunes diplômés qu'on salue dans la salle de pouvoir rentrer dans la vie active? Aujourd'hui, à Toulouse, le site doit fermer. Alors c'est pas dit comme ça, on se désengage du site. C'est plus politiquement correct. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire depuis plusieurs années maintenant. On démantèle par fragmentation et sur le temps. Comme l'a dit Laurent, c'est plus de 4000 emplois en 5 ans qui ont été supprimés en France. Et le résultat est le même que pour nos camarades qui sont là aujourd'hui avec nous, que ce soit les Renault, les PSA ou tous les autres, malheureusement, qui sont dans la lutte. Hier encore, on était avec les Arcelor. Donc aujourd'hui,
Moi, je m'adresse aux jeunes qui sont ici. Vous faites des études, vous allez vous diriger vers des métiers à haute qualification, vous allez passer peut-être des doctorats. Quel est votre avenir? Posez-vous la question. Est-ce que vous devez laisser faire aujourd'hui ou est-ce que vous devez lutter avec le monde ouvrier, le monde des salariés, le monde de l'entreprise? Aujourd'hui, votre place, elle est avec nous et on est bien content d'organiser ce meeting tous ensemble. Aujourd'hui, votre place, elle est avec nous, avec cette initiative de la convergence des luttes qui existe, qui est à construire, qui est à consolider, mais qui démarre. Aujourd'hui, on vous appelle, aujourd'hui, on vous demande d'être avec nous la semaine prochaine, le 29, dans la rue, pour porter une proposition de loi qui est à l'initiative de l'association des licenciels, avec toutes les entreprises qui se regroupent autour de cette association, pour que cette loi contre les licenciements et les suppressions d'emplois qui sont entreprises dans ces boîtes qui font du profit s'arrête. À lutter pour l'emploi, pour l'avenir des jeunes, contre le chômage. Ce combat est légitime, responsable et citoyen. Les problèmes auxquels on est confronté concernent tous les salariés d'Air France, qu'on soit au sol ou qu'on soit navigants, commerciaux ou techniques. Le problème est le même. Et la politique qui est menée depuis un an dans cette entreprise, c'est une politique qui nous explique, grâce à un catastrophisme de bonne loi, Air France est dans le rouge, Air France est auprès du dépôt de bilan, et s'il n'y a pas un plan de sauvegarde immédiat, la boîte va fermer. La boîte qui va fermer, c'est la boîte qui vient de faire 1,8 milliard d'investissement en 2012. C'est la boîte qui est la numéro 3, le numéro 4 mondial dans le transport aérien. C'est la boîte qui est en train de racheter Alitalia, mais la boîte néanmoins qui peut aussi, elle, payer son PDG. Alors bon, vraiment, on est minable, nous, mais enfin, c'est à peu près 900 000 euros par an. Alors la lutte, malheureusement, elle n'est pas au même niveau, elle n'est pas au niveau où il faudrait qu'elle soit. On a eu des réactions, malheureusement, avec une unité syndicale très faible. Bon, en général, on a réussi à faire des fronts, et on en fait encore, des fronts Sud-CGT. Après, c'est plus difficile. Aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur. Mais on n'est pas aussi à la hauteur qu'il va falloir quand même que dans ce pays, toutes les boîtes qui sont concernées par les mêmes plans capitalistes, que ce soit Sanofi, PSA et les autres, on arrive à se mettre ensemble pour dire qu'il faut en finir. En finir avec une logique qui en fait n'a qu'un seul but, c'est accroître la marge des capitalistes, accroître la marge des actionnaires et profiter d'une soi-disant crise que nous subissons mais que ne subissent pas pour arriver à baisser encore nos emplois et faire comme ce qui se passe en Espagne, en Grèce, en Allemagne, où en fait ce sont les salariés qui subissent aujourd'hui l'augmentation et le maintien des profits. Et la seule façon de il va falloir s'y prendre, c'est en faisant des trucs comme on fait ce soir, comme on va faire le 29, bon, avec également les autres, les licenciels et d'autres boîtes. Il va falloir qu'on s'y mette ensemble pour arriver à dire on en a marre d'accepter ces conneries et on essaie de se solidariser ensemble pour arriver à faire reculer des plans qui n'ont comme seul but que les profits. Et malheureusement, le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement qui va nous aider là-dedans parce qu'il ne va que dans le même sens. Et que l'emploi chez nous, il est mis à mal dans une indifférence quasi générale. C'est vrai que ce qui se passe sur Terre, on a déjà du mal à intéresser grand monde, mais alors ce qui se passe à 10 000 pieds au-dessus des nuages, c'est encore plus discret. C'est 10 000 emplois chez nous qui auront été supprimés en l'espace de 6 ans. 10 000 emplois, c'est une véritable saignée. Donc chez nous, il y a des similitudes avec les Sanofi, sauf que chez nous, les actionnaires ont faim. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas mangé, rendez-vous compte. Donc, le plan Transform 2015 a pour but, même pas caché, c'est clairement affiché, a pour but de enfin re-rémunérer l'actionnariat. On compte 4 ans sans bouffer, merde, c'est inhumain. Donc on est passé par la case massacre social. Il y a le temps de travail, il y a les congés, il y a la rémunération, il y a toute la classification des emplois, enfin bref, ils ont touché à tout le contrat de travail des salariés d'Air France. Ce qui se passe chez nous n'a pas que des incidences à Air France. Chez nous aussi, il y a des boîtes de sous-traitance qui vivent des activités d'Air France, il y a des emplois induits. Un emploi Air France délocalisé, c'est 5000 emplois de sous-traitants qui disparaissent avec. Je voudrais aussi, moi, m'adresser aux jeunes qui vont rentrer sur ce marché du travail et dans cette société pour le moins sinistrée. Il faut qu'on se batte, on n'a pas le choix. De tout temps, le droit du travail, il s'est construit où? Il s'est construit dans la rue. Il s'est construit dans la rue. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a rien, c'est juste une vérité. Moi, je vous invite tous, en rentrant sur ce marché du travail, à porter des valeurs qui sont différentes, d'avoir non seulement le cœur à gauche, mais aussi le portefeuille, mais la vraie gauche. Alors, il faut savoir que Virgin, nous, il y a un plan de restructuration assez infernal
qui a été mis en place par la direction et l'actionnaire qui est Butler Capital Partners depuis 1 an, qui a vu la fermeture de 4 magasins et avec le licenciement d'une centaine de collègues. Ça, c'était pour l'année 2012. Ce que demandent les employés et ce que demandent les organisations syndicales, c'est tout simplement maintenant un repreneur pour la boîte. Nous demandons à nos soutiens, qu'ils soient syndicaux, politiques et autres, de rejoindre le rassemblement le 29 janvier à 13h devant le Virgin des Champs-Élysées. Voilà. Il faudrait qu'on soit le plus nombreux possible. Nous allons avoir 200 collègues de province qui vont remonter pour s'associer au cortège. Voilà. Et le but, en fait, c'est de remonter l'avenue des Champs-Élysées pour se retrouver devant l'actionnaire, Butler Capital Partners, qui est une société financière qui a des milliards d'euros dans ses comptes, afin de l'obliger à payer parce que l'actionnaire doit payer. Voilà. Alors moi, ça va être différent des camarades parce que moi, j'ai déjà perdu mon travail et mon usine est déjà fermée. Mais je suis toujours debout et je dénonce toujours ces licenciements abusifs et ces fermetures d'entreprise. Depuis 2008, nous avons vu des luttes se développer. La plus importante en 2008, je pense que c'est celle des Continentales, avec leur leader emblématique, Xavier Mathieu, que j'ai essayé de convaincre à venir ce soir, et il n'a pas voulu venir, ce qui montre que l'histoire que je vais vous raconter se termine pas toujours très bien. Mais à cette époque, il y avait d'autres entreprises, les Molex, les Freskel, les Goodyear, les Ford, je peux vous en dire encore d'autres. Nous avons mené des luttes radicales qu'on n'avait pas vues depuis les années 70, avec des séquestrations de patrons, des occupations d'entreprises. Malgré toute cette énergie, la plupart de ces luttes se sont terminées en défaite. Les travailleurs ont fini par accepter les indemnités et les fermetures de leurs sites. Mais il faut dire qu'au fil de ces luttes, les travailleurs posaient la question d'emblème sur les indemnités, sans croire même qu'il y avait une autre possibilité contre les fermetures d'entreprises. Chez nous, à Philips, nous avons refusé d'accompagner les licenciements et de débattre sur les indemnités parce qu'on savait que directement ça nous emmenait à la défaite. Les luttes des indemnités divisent les travailleurs. Elles nous isolent dans nos luttes. Et après les fermetures, le travailleur se trouve seul, plus de liens sociaux, plus de bagarres collectives, plus de solidarité. C'est pourquoi à Philips, on a essayé de faire autrement. Lors d'une AG des travailleurs, on a voté la mise en route de l'usine sous contrôle ouvrier. Nous voulions ainsi démontrer qu'il était possible de maintenir l'outil de production et défendre l'emploi. Si les patrons ont besoin de nous, nous, on n'a pas besoin d'eux. Il faut dire aussi que notre expérience a fait peur aux patrons et au gouvernement, car elle portait le gène d'une autre société basée sur la propriété collective et la gestion de l'économie par les travailleurs. Les travailleurs ont aussi posé la question au moment où le gouvernement renflouait les banques de l'expropriation et la nationalisation sous contrôle ouvrier. Nous avons aussi refusé de porter le discours de la défense de l'industrie nationale. Quand Philips nous a proposé des postes en Hongrie pour 450 €, nous avons dit que c'était très bien de dénoncer cette méthode de voyou, mais qu'il fallait aussi condamner cette méthode qui forçait nos travailleurs hongrois à travailler pour 450 €. Car ces patrons qui nous exploitent ici, c'est les mêmes qui exploitent mes camarades hongrois, c'est les mêmes qui appauvrissent les pays les plus pauvres et les enlèvent de toute leur richesse, et c'est les mêmes qui soutiennent les guerres impérialistes comme celle qu'il y a actuellement au Mali. Et pourtant, vous allez dire, bah ouais, mais t'as perdu ton emploi. C'est l'isolement qui a fait perdre notre emploi. Et le pire, c'est les syndicats maison qui collaborent avec le patronat. Je crois qu'il y en a beaucoup comme ça. Cependant, depuis 2008, il y a eu des tentatives avec le collectif contre les patrons voyous, le rassemblement du 17 septembre, et j'en oublie, il y a eu plein.
plein d'initiatives, cependant insuffisantes pour créer le rapport de force. Pour cela, on ne peut compter en aucun cas sur les directions syndicales nationales. Ils nous ont trahis en signant un accord sur la sécurité de l'emploi. Donc on ne peut compter que sur nos forces. C'est pourquoi ce meeting me semble important, mais il faut aller au-delà. Il faut que ce meeting soit le premier jet d'un regroupement dans la durée. Il faut penser à des initiatives concrètes. La caisse de grève, la solidarité avec les travailleurs de PSA Aulnay, le rassemblement du 29 qui doit être un succès, et pourquoi pas une manif nationale contre les licenciements et l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Malgré notre défaite à Philips, je reste convaincu que notre classe a la force pour gagner, car c'est elle qui fait tourner le monde. C'est notre expérience et nos erreurs qui peuvent vous servir. Si cela est le cas, ça veut dire que notre lutte était juste. Et sachez que je serai toujours à vos côtés. Merci. Les nuits, en travaillant, on distribue l'ensemble de la presse quotidienne nationale et l'essentiel de la presse magazine sur Paris province, mais aussi sur l'étranger. C'est un salut de l'export et aux filiales de l'étranger qui, elles aussi, seront touchées par le plan de restructuration, le énième plan de restructuration que veut mettre en place la direction de Prestalis, puisqu'il ne reste plus aujourd'hui que 2500 salariés sur le groupe Prestalis et que Vincent Rey, qui est le directeur général, veulent donc diviser par 2 les effectifs de l'entreprise. Donc on ne va pas dire que c'est simplement le coût du travail, même si pour les patrons ce sera toujours exagéré du point de vue salarial, puisque une étude européenne et le Conseil supérieur des messageries de presse s'accordent à dire que le système de distribution français, qui est une émanation du Conseil national de la résistance, puisqu'il est assis sur des bases législatives datant de 1947, donc ce coût de la distribution en France, il est parmi les plus bas d'Europe. On a rencontré, nous aussi, comme l'ensemble des camarades, les pouvoirs publics. Je ne dirais pas qu'on avait fondé des espoirs sur le retournement de majorité qui avait eu lieu au mois de mai. On était quand même relativement dubitatif sur les engagements du candidat Hollande, puisque lui disait il y a un an qu'il voulait s'attaquer à un ennemi caché qui ne présenterait jamais de candidat, qu'il appelait la finance. On a vu ce qu'il en était au travers des premières décisions qu'il a prises. Et donc on mobilise depuis des semaines, on essaie de trouver une audience, parce que paradoxalement, si on distribue de la presse, la visibilité dans les médias, pour nous, elle est fermée. Le prochain comité central de l'entreprise a lieu jeudi prochain. En théorie, c'est là que la direction pourrait être amenée à clôturer le livre 1, c'est-à-dire que derrière, les procédures devraient s'enclencher sur l'envoi des lettres de licenciement. Au travers de la mobilisation qu'on mène, et puis de soirées comme celle-ci, on espère pouvoir attirer l'attention à l'extérieur et faire en sorte de mettre de la pression sur notre entreprise et notre direction pour différer cet état de fait, poursuivre notre lutte et aller chercher à l'extérieur des appuis dont on aura bien besoin. Ce qu'on nous raconte dans les médias en permanence, il y a une crise de l'automobile, etc., etc. Bon, voilà, c'est faux, c'est archi faux. Les ventes de voitures, les productions sont à des niveaux très élevés. Alors bien sûr, on peut démontrer, ce qui est vrai quand même, que sur certains marchés, il y a des baisses, mais au global, les ventes et la production mondiale ne cessent d'augmenter. Elle était l'année dernière à 85 millions, quelques années avant, elle était à 80 millions. Les experts la prévoient à 90 millions dans 2 ans, et 2 ans plus tard à 100 millions. Donc la production automobile sur le marché mondial est quasiment un marché exponentiel. On a appris, nous, que la fermeture de l'usine était programmée par la direction, par un document confidentiel qui nous a été envoyé au syndicat CGT. Donc dans ce document, on l'a reçu en juin 2011. Dans ce document, il était fait état de la programmation complète de la fermeture d'Aulnay, et pas simplement d'Aulnay, menaçant aussi le site de Cével Nord, qui est de PSA, qui fabrique les utilitaires, et l'usine de Madrid. Donc ce document montrait que la décision avait été prise en janvier 2010. Janvier 2010, et 2010, ce sera l'année record de vente de PSA.
Donc on voit bien que la prise de la décision de la fermeture d'Aulnay et des licenciements qui sont au global, qui ont été annoncés en juillet et qui étaient encore plus que ce qu'on avait pensé, puisqu'ils ont annoncé la volonté de supprimer 8000 emplois, et on a appris il y a quelques mois que les 8000 sont passés à 11 200. Donc à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour en rajouter quelques milliers de licenciements. Donc cette décision, donc, je disais, a été prise, n'a pas de rapport avec réellement les fluctuations du marché. Non, c'est clairement expliqué, c'est pour un gain, c'est pour un profit, parce que en fermant telle usine, on va, je reprends le mot, saturer les autres. Alors, il ne s'agit pas de délocalisation, puisque c'est souvent un terme aussi qui est évoqué. Non, ce n'est pas des délocalisations, c'est de la production qu'on fait, donc on fabrique la C3. Au passage, et encore une fois, j'arrêterai là-dessus ensuite, c'est la voiture la plus vendue du groupe, c'est celle qui tire les profits pour PSA, et c'est la troisième sur le marché français. Donc encore une fois, c'est pas le problème. Donc ces productions-là seront basculées sur Poissy. Les voitures qui ne sont pas produites à Aulnay seront produites à Poissy de nuit et le week-end. Bon, mais comme Poissy à lui seul ne peut pas reprendre la production, une partie de la production sera basculée aussi sur l'usine de Mulhouse. Bon, voilà, donc ça veut dire que derrière le licenciement, et c'est un problème qui rebondit actuellement, les salariés qui sont attaqués, à qui on veut prendre l'emploi, c'est un bout du bâton. L'autre bout du bâton, c'est en fait pour faire bosser plus et augmenter la productivité des salariés qui restent au boulot. Bon, c'est la vieille équation du capitalisme depuis 100 ans ou 150 ans. Voilà. Donc, c'est pas des délocalisations, on concentre la production pour obtenir un gain plus important en saturant les usines. Par rapport au gouvernement, je fais le même constat que les camarades qui sont passés avant moi, il n'y a rien à en tirer, aussi bien l'ancien que le nouveau. Puisque cette lutte, on l'a démarrée depuis juin 2011, donc à peu près plus de 18 mois, je peux vous dire qu'on a vu 2 ou 3 fois Sarkozy, leurs ministres, les Estrosi, les Hollande ensuite, etc. C'est le même discours, toujours le même discours, et je peux vous affirmer que derrière, il n'y a rien. On a fait des actions depuis 18 mois, des actions ponctuelles, etc., pour essayer de mobiliser les salariés, de discuter avec eux, parce que le fond du problème, c'est pas tellement les appels syndicaux à telle ou telle manifestation, c'est des discussions avec les camarades, c'est discuter que c'est possible de se défendre, c'est redonner confiance à la force des salariés du monde du travail, parce qu'on a pris un coup ces dernières années. C'est possible, ça demande un travail militant important, mais c'est possible. Bien sûr, ça ne peut pas se faire tout seul dans un coin, c'est ça le problème, et il faut que les luttes des unes renforcent les luttes des autres, et que petit à petit, la conscience des salariés grandisse. Alors la conscience de quoi? La conscience qu'on ne fera pas l'économie d'une lutte, qu'il va falloir se bagarrer ensemble, et à mon avis, il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver, parce que les simples appels des confédérations ne peuvent pas suffire. Bon, au passage, je dis quand même que, comme beaucoup de syndicalistes, je trouve que nos confédérations, tous confondues, je suis la CGT, mais je les mets toutes finalement sur le même plan, sont bien timides par rapport aux attaques que reçoivent les salariés. Donc c'est finalement aux salariés eux-mêmes qu'il va falloir trouver la solution. Alors, pas simplement les salariés, vous êtes des étudiants, vous serez salariés demain aussi. Bon, c'est un problème de société aussi qu'il faut qu'on se pose tous ensemble. Donc cette lutte, il y a à la rentrée, on s'est dit on ne peut plus faire des actions ponctuelles parce que la direction allait basculer dans 2 mois la production sur Poissy et on est un peu dans la dernière ligne droite. Donc c'est une grève qu'on a discutée. Et les salariés qui sont rentrés dans cette lutte, c'est en sachant qu'en face de nous, on a un contexte, ça sera une lutte très dure, très difficile, parce que PSA a décidé de faire de cette, et le gouvernement derrière, a décidé de faire de la fermeture d'Aulnay un exemple. Un exemple, et y compris le PSE, les mesures d'accompagnement, comme on dit, etc., là aussi ils veulent faire un exemple. Et l'exemple qu'ils veulent faire, c'est on fermera une entreprise en vous donnant rien, en vous foutant à la rue, et on ne donnera rien du tout.
Pourquoi? Parce qu'ils savent que derrière, il y a des tas d'entreprises qui sont en train de faire la même chose, et ils veulent faire passer derrière des accords de performance. Les accords de performance et des accords de compétitivité, et si il y a un plan social un peu trop avantageux, entre guillemets, pour les salariés, ça veut dire que derrière, ils ne vont pas pouvoir bloquer les salaires, puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire, augmenter le temps de travail, etc. etc. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, dans cette politique-là, il y a deux bouts, les licenciements et l'augmentation de la productivité, et c'est clairement ce qu'on a à faire en face de nous. Donc cette lutte-là, on est rentré en grève, on est rentré en grève totale, au bout de 2 jours, 3 jours, la réaction de la direction a été extrêmement violente. Bon, c'est-à-dire qu'on a vu la direction qui a lockouté l'usine, fermé l'usine. On l'a démarré mercredi et vendredi à l'équipe du soir. Elle nous fout tous à la porte, on appelle un lockout, qui normalement est interdit dans le cadre du travail. Il faut remonter, je n'ai pas d'exemple, je peux vous dire, je sais que ça existe dans les livres d'histoire, mais concrètement, depuis 30 ans, je milite, je n'ai pas d'exemple de boîte qui lockout, qui en reviennent à ces méthodes de lockouter l'usine. Pourquoi? Parce que la grève était en train de s'installer, elle était partie majoritaire, on est monté à 200, 300, 400, 500, et elle commençait à s'installer, et elle avait une chance de devenir réellement majoritaire. Bon, à ce moment-là, vieille méthode patronale, on ferme l'usine. On ferme l'usine, ensuite on convoque nos camarades au commissariat. Là je viens d'apprendre avant de rentrer ici que nos camarades sont convoqués au commissariat. Il y a une presse complaisante qui s'appelle Le Monde, entre autres, mais il y en a d'autres, Le Figaro, qui font des articles en nous traitant de casseurs, de terroristes, etc. On aurait saboté l'usine, on aurait insulté tout le monde, etc. Alors c'est 4 jours après, parce que ça fait quand même 4 jours qu'on est foutu à la porte et que l'usine est fermée, c'est 4 jours après qu'ils auraient découvert tout ça. Bon, c'est quand même un peu louche. Et en ce moment, il y a 100 vigiles qui sont installés dans l'usine, et pour lundi prochain, visiblement, ils veulent redémarrer l'usine. Ça sera avec 100 vigiles, avec de la maîtrise qui sont en train de faire venir de tous les coins de France, la petite propagande pour dire on est des casseurs, etc., les huissiers de justice, voilà. Donc c'est vraiment les vieilles méthodes patronales. Alors pourquoi? Parce que cette grève les gêne, leur fout la trouille, mais leur fout la trouille parce que ça peut être un exemple et justement un encouragement aux luttes. Bon. Alors d'un autre côté, le fait que cette grève les gêne et leur fout la trouille ne suffit pas non plus. Il faut ensuite qu'on passe à la phase d'après et qu'effectivement ce soit un mouvement qui s'élargisse et que tous les salariés se mettent ensemble. Parce que la liste qu'il y a derrière nous montre que ce n'est pas un problème spécifique, il n'y a pas un problème de la presse, un problème de l'automobile, un problème de ci, un problème de ça, c'est un problème global. Et on pourrait même, on aurait pu inviter des camarades, des salariés qui travaillent dans les entreprises publiques. Donc il y a un problème commun, et c'est pour ça qu'il faut aussi, pour généraliser les luttes, avoir des mots d'ordre et des revendications communes. Moi j'en vois 2 qui peuvent unifier tout le monde, c'est l'interdiction des licenciements pour toutes les entreprises, et la répartition du travail entre tout le monde, au lieu justement de la concentrer et d'augmenter la productivité. Moi je pense personnellement qu'il serait grand temps que le monde du travail relève la tête et que justement dans ce contexte-là, il y ait des travailleurs qui appartiennent à différentes entreprises mais qui sont en lutte et qui s'unissent, qui se fédèrent pour créer un fer de lance, un rapport de force pour pouvoir investir les entreprises qui seront pour l'instant peut-être pas menacées de licenciement ou de fermeture, mais qui vont avoir des accords de compétitivité qui vont dégrader leurs conditions de travail et de vie. Bon, voilà. Et donc moi je pense que c'est le moment de faire quelque chose ensemble et de créer ce rapport de force et surtout ce fer de lance qu'on a besoin, parce que se battre même durement séparément, on a un peu des exemples il n'y a pas très longtemps, même y compris un peu qui était l'emblème, c'était les Conti. Mine de rien, ils n'ont pas réussi à faire reculer le gouvernement et le MEDEF. Bon, alors donc le problème qui nous est posé alors que la crise s'accentue, c'est comment justement mettre un coup d'arrêt à cela. Voilà. J'espère que parmi les entreprises qui sont en lutte comme nous, on pourra peut-être, s'ils le veulent, faire une alliance, commencer à construire ce rapport de force, continuer
à militer vis-à-vis d'autres entreprises ensemble, au lieu que qu'on soit tout seul, qu'on soit plusieurs à faire ce travail-là. Et plus on sera, peut-être on aura une chance de le construire, ce fer de lance, pour aller revoir les travailleurs dans d'autres boîtes qui vont avoir des conditions de vie qui vont se dégrader avec, comme je le disais tout à l'heure, les accords de compétitivité que le MEDEF et le gouvernement voudraient. Quel genre d'action on a mené? On a mené, y compris hier, on a été voir les camarades de Flin, de Renault, pour essayer de leur dire il serait normal qu'on se mette ensemble. Préparez-vous le plus rapidement possible pour pouvoir nous rejoindre, et puis on fera peut-être ensemble ce fer de lance qui manque énormément. Plus les gens nous soutiendront, plus les gens auront conscience qu'il faut qu'on rentre dans une grève qui soit... Bon, allez, on va dire le mot, il faudrait, à vrai dire, une grève générale dans ce pays actuellement. Bon, alors le problème, c'est que ça se décrète pas comme ça en appuyant sur un bouton, mais tout ça, ça se construit. Ce rapport de force, il se construit, il faut le construire, et puis il y a comme ça qu'on pourra s'en sortir tous ensemble, voilà, qu'on soit étudiants ou ouvriers. En ce moment, il y a un accord de compétitivité que la direction de Renault veut imposer aux salariés en France après l'avoir imposé sur les salariés en Espagne. Donc ça fait quand même un certain nombre de mois qu'ils travaillent dessus, avec des réunions avec les syndicats. Et on a appris semaine après semaine leur projet. Ils n'ont pas donné tout le projet d'un bloc, mais pour faire passer la pilule quand même, une petite cuillerée, après une petite cuillerée, ils nous ont égrené leur projet. Donc leur projet, c'est les suppressions d'emplois. Donc aujourd'hui, ils chiffrent quand même à 8000, plus de 8200 suppressions d'emplois sur tous les sites Renault en France. Et ce qui reste, c'est la totale, c'est l'augmentation du temps de travail, qu'ils ont chiffré à 6% en moyenne, mais c'est les chiffres de la direction. En réalité, on va voir sur place. Sur certains sites, c'est l'équivalent de 20 jours de plus travaillés par an. C'est les mobilités, des mutations obligatoires. Vous n'avez pas de boulot sur votre site, il y en a ailleurs, à 200 km. Donc vous allez là-bas, si vous refusez, c'est un licenciement. C'est écrit de toute façon dans tout leur texte, cet accord, s'il n'y a pas d'accord, on envisagera de solutions, plans sociaux, de fermeture de sites et tout ça. C'est un chantage odieux. Cela dit, même si ce chantage, même si cet accord était signé, 8000 suppressions d'emplois, c'est l'équivalent de la fermeture de plusieurs sites. Ces mesures-là, que ce soit les suppressions d'emplois, les accords de compétitivité, on est tous touchés, les uns après les autres, plus ou moins en même temps, et on a tous plus ou moins conscience qu'effectivement, si on veut stopper tout ça, c'est pas tout seul. Il y a eu des exemples qui ont été donnés, des bagarres dures, mais qui ont malgré tout été limitées parce qu'elles sont restées isolées. L'idée, c'est effectivement à la fois notre problème de mobiliser dans nos boîtes. Si on veut faire reculer le patronat, si on veut faire reculer le gouvernement, il faut qu'il ait la trouille. Il faut qu'il ait la trouille. Et ce qui peut lui donner la trouille, c'est d'une extension. C'est pas que justement il y a une bagarre, grosse bagarre, y compris dans une boîte, très dure, mais qui reste isolée. Ce qui peut qu'il ait la trouille au gouvernement, au patronat, c'est aujourd'hui, c'est que les bagarres, elles s'étendent. C'est que les bagarres, elles convergent. C'est que les bagarres, elles se coordonnent. Et ça, effectivement, il faut qu'il y ait de plus en plus de militants dans les syndicats, mais aussi de travailleurs qui en soient convaincus de cette perspective. C'est ça qu'on a à dire aussi, face à ce qui se passe. Ces contacts, ces réseaux, pour des initiatives communes, il faut qu'on les ait entre nous, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui comptera pour demain, des situations qui arriveront, s'il y a ces contacts-là, si on peut organiser des choses tous ensemble, et c'est ça qui nous fera gagner. Alors on parle souvent dans les médias que Renault, les ventes seraient en chute libre, notamment moins 18% en Europe, moins 6% au niveau mondial. Et quand on coche bien et quand on regarde bien, oui, on revient à des niveaux de 1998, sauf que l'entreprise s'est désendettée depuis l'année dernière. Il n'y a plus une dette chez Renault. Plus une. Aujourd'hui, ils en sont là. Ils ont distribué des dividendes aux actionnaires faramineux. L'année dernière, c'était 1 € par action, bon, ça c'est pour le détail. Donc aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent la compétition. C'est pas la compétitivité, c'est la compétition entre les ouvriers européens et même internationaux. C'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Il
faut bien faire attention, et j'invite aussi tous les étudiants qui sont là, enfin, ils doivent bien le voir. Hein. Aujourd'hui, la société Renault, avec son porte-parole et son président Carlos Ghosn, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les ouvriers espagnols, elle leur dit bah, écoutez, vous êtes plus chers que les Roumains. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez garder vos boulots, si vous voulez du boulot, si vous voulez avoir des véhicules dans les usines, eh ben, baissez vos salaires, gagnez en compétitivité. Ils l'ont fait. 4 jours, ils ont perdu 4 jours, plus des réductions de salaire. La direction de Renault, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle tape à la porte des ouvriers français. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Compétitivité. Ce qu'on peut voir avec les réactions, même gouvernementales, Montebourg dit que Renault n'a pas franchi la ligne rouge. Mais aujourd'hui, faut arrêter avec ça. Faut arrêter, c'est quoi cette communication de dingue de ce gouvernement? Ça, de toute façon, il défendra pas les travailleurs. Ça c'est clair et net, on est bien parti pour. Je peux juste parler et revenir vite fait de la lutte qu'on a eue ce matin, parce qu'on était en grève ce matin. Ils y sont allés petit bout par petit bout, donc ils sont arrivés au salaire. Au salaire, les gars, ils ont compris que finalement, tous ceux qui se posaient des questions pour sortir en se disant, en étant un petit peu individualiste, en se disant, si je sors, ma prime, je l'aurai pas, ma promo, je l'aurai pas. Quand on leur a annoncé qu'ils avaient 0, c'est bon, on a doublé les effectifs au moment de la grève. Voilà. Ils sont tous 0, ils sont tous dehors, on est tous à la même enseigne. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et on va la faire grimper la lutte, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Les gars, quand ils seront confrontés au réel, ils vont voir ce qui va se passer. Mais on va y aller tranquillement, on va leur expliquer. C'est pareil, on n'est pas, c'est ce que disait Christian, on n'est pas au même niveau de lutte que les camarades de PSA René. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. On va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. De toute façon, faut pas vous leurrer, on sera là pour soutenir aussi les gars de PSA. Ici, on est là pour parler de convergence. La convergence, ça va se faire naturellement de toute façon, parce que aujourd'hui, les camarades de PSA, on leur propose la fermeture d'usine, mais nous, ça sera dans 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font l'inverse, c'est-à-dire que PSA ferme l'usine et après, on leur proposera l'accord compétitivité qui a été signé au niveau national. Il n'y a que la lutte, il n'y a que ça qu'ils comprennent de toute façon, et donc on va leur mettre dans la gueule, et puis ça va être que comme ça qu'on va le faire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe chez Peugeot, ce qui se passe chez Renault, ça me fait même plus rire, ça me fait pleurer. Parce que sincèrement, je crois qu'on est complètement à côté de la plaque. Quand je dis qu'on est à côté de la plaque, c'est que franchement, ce que nous on est en train de vivre depuis maintenant 5 ans, on lutte contre une multinationale, croyez-le, c'est quand même une difficulté particulière. Et à côté de ça, on a amené un combat avec des salariés chez 3 Suisses, dont Marie est à côté de moi, avec d'autres entreprises. Et on va se retrouver le 29 janvier, devant le ministère du Travail, pour exiger du gouvernement de gauche, qui soi-disant se dit de gauche, qui est plutôt de droite, ou de droite, on ne sait plus trop, qu'il exige, qu'il mette en place les procédés et les promesses qui nous ont été faites le 31 octobre 2011 sur le parking de Goodyear. Moi, président de la République, je voterai une loi qui interdira les licenciements boursiers. On est en plein dedans, et on est tous dedans. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quel syndicalisme par rapport à quelle lutte des classes, et non pas quelle lutte des places, devant les télés, devant TF1, devant France 2, devant France 4, et les autres, ils en parlent des meilleurs. La réalité, c'est que chez nous, chez Goodyear, ça fait 60 mois qu'on se bat. On n'a pas eu une seule une, et ça, on n'en a rien à foutre, c'est pas le problème. Ça fait 60 mois qu'on est 1250 salariés. J'ai rencontré des gens de chez Philips à l'époque, Manu notamment, qui, quand il m'a sollicité pour venir, j'ai dit oui tout de suite parce que Manu, c'est un mec qui se bat avec ses tripes. Et j'ai été convaincu parce que la personne, elle vaut que je sois convaincu. Et moi, je pense que très sincèrement, quand on arrive à réunir en France, contre le mariage pour tous, 1 million de personnes, et que nous-mêmes, syndicalistes, on n'est pas capable de réunir 90 000 personnes en France, c'est qu'on n'a rien compris aux combats syndicaux, les camarades. Et moi, j'en appelle aujourd'hui aux confédérations syndicales, que ce soit de la CGT, de la CFDT ou des autres. Alors, il y a un accord qui s'est signé derrière le dos de tout le monde, que je suis le premier à critiquer, dont j'ai dénoncé les méthodes, où j'ai dit qu'aujourd'hui que la CGT Goodyear ne s'associait certainement pas à cet accord. Mais quelle frilosité de la part du syndicat majoritaire en France. Moi je pense que la France d'en bas, elle doit se relever contrairement à ce qu'on pense. Et j'en fais partie, parce que moi mon père est ouvrier, mon frère est ouvrier, mes frangins sont ouvriers, mes sœurs sont ouvrières. Il y en a d'autres qui sont au chômage parce qu'ils portent le nom de famille de moi-même, parce que dans ma région, on est l'optique dès lors qu'on s'appelle Wamin. Et c'est ça la réalité aujourd'hui en France.
Et moi, quand j'ai été convoqué par Manu de chez Philips, et c'est quelqu'un qui a mené un combat noble avec ses camarades, et moi je l'ai vu, et à côté de ça, moi j'ai mené un combat avec des mecs de Continental, et quand j'ai vu des gens qui se disaient syndicalistes lever le bras au ciel en disant j'étais licencié comme mes copains, j'en suis fier, parce que j'ai touché 50 000 €, j'ai dit là on touche le fond, parce que l'indemnité ça ne sert à rien. La vraie valeur dans la vie, c'est d'avoir un travail, d'exister, d'avoir une mutuelle, de vivre. C'est ça la vraie valeur. Et c'est ça qui fait peur au patron aujourd'hui. Et donc il y a 5 ans, quand j'ai démarré mon combat avec mon copain comme Franck, avec d'autres copains, avec Marie aujourd'hui chez Licenciel, et on vous appelle au rassemblement le 29 janvier à 14 h devant le ministère du Travail. Il faut qu'on arrive à se battre pour dire qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui se dit de gauche. Alors bien sûr l'utopie, les gens qui pensent que Hollande est à gauche, qu'il ne faut pas laisser croire et ceci. Ok, je suis bien d'accord. En attendant, ces gens-là ont fait des promesses. À nous maintenant, syndicalistes de base, d'aller leur expliquer ce que c'est que la vraie vie. Ce que c'est que de vivre avec 1 500 € par mois dans des régions où on n'a plus rien pour 1 500 € par mois. On doit vivre avec des gosses et on doit vivre tout simplement et lamentablement. Ça n'empêche qu'aujourd'hui la réalité, c'est que nos entreprises, Goodyear, Continental, Philips, 3 Suisses, ce sont toutes des entreprises qui font des bénéfices colossaux et qui versent des dividendes aux actionnaires. Il n'y a aucune raison justifiée pour fermer nos entreprises. Donc moi ce que je voulais venir vous dire ce soir, c'est que, croyez-moi, la seule lutte qui vaille la peine, c'est de se battre pour gagner notre dignité dans ce pays qui s'appelle industrialisé. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. 3 Suisses, c'est 1200 salariés licenciés en 3 ans dans le commerce, donc ça passe crème, comme on dirait, ça passe impeccable, mais bon, c'est quand même 1200 salariés licenciés, sans emploi derrière, donc moi j'en fais partie, et aujourd'hui on se bat pour éviter ces licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices colossaux. Et donc, comme le disait Michael, on se bat ensemble dans ce contexte. C'est un petit peu difficile. Je vous invite tous à venir le 29 à 14 h, à venir nous aider à lutter tous ensemble pour la convergence des luttes et pour montrer qu'on est contre tout ça, contre ces licenciements boursiers, financiers, dans ces entreprises qui font des bénéfices colossaux. Voilà. Ça dure 3 secondes, mais voilà, je voulais vous dire. Quand la gauche est arrivée au pouvoir en 80, au moins une des bonnes choses qui avait été faite, ça avait été l'amnistie pour l'ensemble des travailleurs qui avaient été incriminés dans les bagarres sociales pendant les années 70. Ce qu'on attend du gouvernement aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que l'amnistie pour tous les syndicalistes qui se sont bagarrés sous Sarkozy et qui sont encore en procès pour ça. Alors, je voulais vous dire d'abord que ça fait vachement plaisir d'être là ce soir. Je remercie vraiment la CGT, les camarades du NPA Sciences Po HESS, les camarades du Front de Gauche de Sciences Po, les camarades de l'Union Syndicale Solidaire, parce que vraiment ce soir ça fait plaisir d'avoir autant de monde. La première raison qui nous fait plaisir, c'est d'accueillir les travailleurs en lutte, et ça nous fait plaisir parce que c'est un petit peu symbolique quand même, on est à Sciences Po. C'est à Sciences Po qu'on apprend à privatiser, c'est à Sciences Po qu'on apprend à licencier, et c'est à Sciences Po qu'on apprend à précariser et à détruire le code du travail. C'est d'abord un formidable pied de nez à Sciences Po à ce que ça représente comme reproduction des élites, comme formation des petits chiens de garde qui viennent vous expliquer à vous, à moi, toute la journée, comment on devrait mener notre vie, comment on devrait bosser quand on a la chance d'avoir du boulot. La deuxième chose, c'est que ce soir, c'est quand même vachement important d'avoir des salariés des 4 coins de la France, parce qu'on a un peu l'impression avec le gouvernement socialiste qu'il n'y aurait plus de lutte sociale dans ce pays. Bah si, il y a encore des luttes sociales dans le pays, il y a encore des grèves et des manifestations qui sont là toutes les semaines et tous les mois. Et on a eu l'exemple des Goodyear, on a eu l'exemple des Conti, on a eu l'exemple des Fonderies du Poitou, de tous ceux qui avaient relevé la tête sous le quinquennat Sarkozy et qui avaient décidé d'aller se battre contre la droite. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui crient leur ras-le-bol face à la situation sociale et face au reculade du gouvernement socialiste. Et c'est les mêmes qui essaient d'alerter le monde du travail sur ce que ça pourrait donner une politique d'austérité si elle était amenée à être généralisée. C'est vrai qu'avec l'arrivée en France du gouvernement socialiste, on s'attendait déjà pas à grand chose. Mais on attendait au moins qu'il fasse des efforts pour enrayer le chômage de masse, pour l'emploi des jeunes, et aussi
pour lutter contre le démantèlement systématique du droit du travail et les attaques qui avaient été faites contre les travailleurs. Dans l'industrie, face à la vague des licenciements qui avait été gentiment laissée sous le tapis par la droite, le gouvernement socialiste a été totalement incapable de la moindre velléité de nationalisation, incapable d'aller chercher de l'argent dans les entreprises qui avaient délocalisé, qui ont continué à licencier alors qu'elles avaient touché de l'argent public. Et je ne vous parle même pas non plus, de ce que devaient être les mesures de conservation du droit du travail ou la renégociation du pacte de stabilité européen. Ce qu'on va voir, c'est le pacte Sarkozy-Merkel en bonne et due forme, et ça fait planer de très sérieuses menaces sur les contrats de travail tels qu'on les connaît. La semaine dernière, les accords passés, principalement quand même entre la CFDT et le MEDEF qui reste droit dans ses bottes, le MEDEF a sorti de son chapeau une petite taxation sur certains CDD pour tenter d'emporter la signature des organisations syndicales. Ça cache des régressions sociales qui sont hallucinantes derrière. La précarisation par la généralisation des contrats de projet et des contrats à durée indéterminée intermittent. La flexibilité et de nouvelles mesures de mobilité, la généralisation de l'accord compétitivité-emploi. Et comme par hasard, la réduction des délais de recours des syndicats en matière de licenciement économique collectif et de contestation au prud'homme. Alors oui, aujourd'hui, on est heureux d'accueillir des travailleurs en lutte et de leur donner la parole, parce qu'on sait qu'on va être amené très prochainement à se retrouver tous ensemble dans la rue. Et pour réaliser cette convergence de lutte qu'on appelle de nos voeux. Mais pour que ça ne reste pas un vœu pieux, il faut que nous, en tant qu'étudiants, on soit particulièrement attentifs à toutes les formes de conflictualité sociale qu'il va y avoir dans le monde du travail. Il faut qu'on réfléchisse à notre intervention aux côtés des travailleurs, à défendre leurs revendications, à être aussi présents pour organiser la solidarité économique quand c'est possible. Et en participant aux manifestations comme celle du 29, aux côtés des travailleurs, attentifs et suffisamment modestes aussi parce que la lutte des classes, c'est un processus d'apprentissage pour ceux qui y prennent part. Je fais partie d'une génération qui s'est mobilisée avec le CPE contre les contrats précaires. Je fais partie d'une génération où on a vu les étudiants et les lycéens qui ont été rejoints par les syndicalistes et les travailleurs. Si encore aujourd'hui je suis syndiqué et que je continue à me bagarrer, c'est parce que j'ai espoir qu'un jour on puisse leur redonner la parole. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Merci d'ailleurs de la cantine et du ménage de l'école normale supérieure qui ont été en grève il y a 2 ans. Pendant 3 mois de grève, c'est extrêmement symbolique avec les étudiants de la LSTE. Ils étaient là, Amine, il est devant moi, il n'a pas pu parler, mais on le remercie. Je suis commis de cuisine à l'école normale supérieure. J'ai participé à une lutte importante qui s'est déroulée en fin décembre 2010 suite à la réforme des retraites et où nous-mêmes nous étions dans la précarité pendant plusieurs années et nous avons eu le soutien des élèves qui sont venus discuter avec nous pour voir un petit peu ce qui se passait. On était isolés en cuisine et avec cette lutte-là, qui a duré 5 mois, ça nous a permis d'avoir des CDI alors que notre combat était pour la titularisation. Mais moi je pense que c'est important d'être là aujourd'hui autour des camarades salariés pour leur dire que aussi bien le combat dans le public ou dans le privé, c'est exactement la même lutte, même si je crois qu'elle doit être plus difficile dans le privé parce que bon, c'est quand même s'accrocher avec tout ce qui se passe actuellement chez Sanofi, chez Peugeot, tout ça. On se devait, nous en tant qu'anciens grévistes, et soutenir les camarades. Remercie encore Aurélien Grasso, postier du 78, pardon. Je suis facteur. J'étais facteur il y a encore une semaine, puisque j'ai été licencié suite à des prises de position durant mon temps passé dans des bureaux différents lors de réorganisation, de restructuration, de déménagement. J'ai eu l'audace de prendre la parole, de mettre en question les décisions. J'ai vérifié sur le terrain que c'était très compliqué de se battre, de se défendre tout simplement face à des attaques qui sont extrêmement agressives et qui sont malheureusement pour les salariés aujourd'hui sans recours. On a face à nous des gens qui ont une maîtrise des techniques managériales très répressives. Les effets en revanche sont très douloureux pour les facteurs qui soit se soumettent, soit un jour ou l'autre finissent par être liquidés. Donc important pour moi, c'est d'essayer de retrouver peut-être un peu de sens à ces actions qu'on a tenté de mener, qui m'ont, moi,
mené un moment à cet isolement, et que ici, j'espère bien retrouver, comme lors de rassemblements précédents, des personnes qui ont vécu un petit peu les mêmes situations, les mêmes expériences, pour dépasser à ce moment-là les expériences qui ont été avortées localement, en les déplaçant et en changeant d'échelle. Allez, on monte sur les tribunes, après une petite image, on va lui en donner. Je suis l'un des délégués de la CSP 75, coordination 75, quoi. C'est les coordinations des sans-papiers de Paris, quoi. Puis actuellement, vraiment, on a des situations très très difficiles, surtout nos dossiers. Voilà, quoi. On voulait convergence des luttes, quoi, pour qu'on puisse trouver une solution à nos situations, quoi.